Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce, je ne sais plus combienième, 13e, 14e webinaire depuis le début de cette année, le dernier avant les élections. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui Marc Giraud. Alors, Marc Giraud, vous en avez forcément entendu parler. Ça a été très longtemps la tête médiatique de l'ASPAS, association qu'il a quittée en début de cette année. Il nous racontera pourquoi. C'est aussi et surtout un naturaliste, un illustrateur. Il a contribué seul ou en équipe à la rédaction d'une cinquantaine de livres, si ma mémoire est bonne, sur la nature. Il est aussi chroniqueur animalier, auteur de documentaires, infatigable défenseur de la cause de la faune sauvage, aussi bien à la radio qu'à la télévision. Bref, Marc a le regard aiguisé sur l'état de la nature en France et c'est à ce titre-là que je souhaitais qu'il s'exprime devant les membres de la JE. Il pourra également nous parler de son dernier opus, La forêt en bord de chemin, qui est l'un des derniers opus d'une très belle collection. Et donc voilà. Moi, la première question que j'avais envie de lui poser, c'était de savoir, de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur de l'histoire, en quelque sorte. Et est-ce que selon lui, la protection de la nature, aussi bien des végétaux que de la faune sauvage, a-t-elle progressé depuis 30 ou 40 ans en France? A-t-elle régressé? A-t-elle bougé positivement dans certains coins et régressé dans d'autres? Où en est-on aujourd'hui? Bon, ben, je vais commencer par plomber l'ambiance. Il y a des choses qui vont bien, il y a des progrès, mais c'est toujours avec 10 wagons de retard. Euh, bon, à l'ASPAS, j'ai quitté, mais j'ai toujours l'esprit, puis on n'est pas fâché du tout, hein, ça je pourrais m'expliquer. On fait par exemple, on met beaucoup en avant le réensauvagement parce qu'il y a des choses qui vont beaucoup mieux. Moi, quand j'étais gamin, voir un faucon ou un héron, c'était rare. Puis il y a eu les lois de 76. Donc il y a des oiseaux qui étaient rares et des animaux qui étaient rares, ça va beaucoup mieux. Ils sont beaucoup mieux protégés. Il y a le castor, la loutre, enfin je pourrais énumérer plein, même le loup, l'ours, tout ça, ça va beaucoup mieux. En 95, il y avait plus que 5 ours dont Canel, d'ailleurs la dernière pyrénéenne, qui a été tuée par un chasseur quelques années après. Aujourd'hui, ils sont plusieurs dizaines, ils sont plus de 70. Donc il y a des choses qui vont beaucoup mieux. Mais c'est un peu... souvent on parle du verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Je pense que il reste plus grand-chose dans le verre. Donc c'est peu une histoire d'optimisme ou de pessimisme, c'est vraiment une histoire de lucidité. Les choses vont quand même très mal. Les belles lois de protection de 76 et de l'époque ne seraient plus possibles aujourd'hui. D'ailleurs, les lois sur les protections des parcs naturels, des réserves, etc., ça a été démantelé année par année, année par année. Aujourd'hui, ça signifie quasiment plus rien. Il n'y a plus d'espace vraiment protégé. Ça a commencé avec les Cévennes où on avait le droit de chasser en plein cœur de parc, sinon le parc se faisait pas. Et maintenant, d'office, la chasse est, par exemple, la chasse, mais la sylviculture et bien d'autres choses sont possibles dans les parcs. Le parc des Calanques, pendant un moment, la chasse à la glu, c'est-à-dire une chasse non sélective, très limite, était possible dans le parc des Calanques. Donc on voit bien que les lois de protection de la nature, c'est fini, quoi. Donc on a encore quelques miettes d'héritage, mais ça va de moins en moins bien. Je ne vais pas vous faire de leçons sur les lobbies, vous savez très bien comment ça marche. Sur les pesticides, sur tout ça, on sait très bien ce qu'il faut faire, mais ça ne se fait pas parce qu'il y a des pressions énormes qui sont économiques. L'économie va au-dessus du vivant. Et c'est ça vraiment le problème qui nous met dans un état un petit peu suicidaire, c'est qu'on ne se préoccupe pas de ça. Là, en ce moment, on est en pleine élection législative. On voit bien que même si on prononce le mot écologie, c'est l'écologie politique et on ne parle pas du vivant, on ne parle pas de notre survie. Et notre survie, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Souvent, je donne juste un petit exemple. Parce qu'on n'a rien, on n'est pas obligé de s'intéresser à la nature, les petits oiseaux, les trucs, c'est pas grave. Mais au moins avoir conscience de leur importance. Parce que souvent, on me dit à quoi ça sert un ours des Pyrénées, et évidemment, à chaque fois, on répond, mais à quoi ça sert Bach ou Mozart, ou il n'y a pas que l'utilité.
Mais il y a aussi l'utilité. Par exemple, le phytoplancton, c'est des petites algues de mer dont personne n'a rien à faire, qui sont dans les océans et qui fournissent 50% de notre oxygène. Autrement dit, ces petits machins qui sont lointains et dont on n'a rien à faire, une de nos respirations sur deux en est tributaire. Donc c'est très 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 important ces choses-là. Il faut au moins admettre que le vivant, on en fait partie, qu'on est des organismes vivants comme les autres, qu'on respire, qu'on boit, qu'on mange de la nature. Et cette déconnexion avec la nature, il n'y a rien à faire. On n'arrive pas à refaire le lien dans l'esprit des responsables, dans l'esprit des politiques, dans l'esprit de beaucoup de journalistes encore, vous le savez comme moi, hein, même s'il y a des exceptions. Donc il y a un énorme boulot à faire, énorme. Et je pense que dans les solutions, il y a foutre les enfants dehors, les remettre en contact avec la réalité, leur faire repenser le monde en 3D et pas juste sur un écran, leur faire écouter, prendre des risques, mettre les pieds dans les ruisseaux, grimper aux arbres, faire des choses qui sont a priori banales que tout jeune animal fait pour son apprentissage et qu'on a complètement oublié. Donc voilà, il y a une petite question, puis il y a 2 heures de réponse. Je vais m'arrêter là. Mais non, ça va pas très bien. Voilà. Qu'est-ce qui a contribué à rompre le lien entre la nature et l'humain, enfin en tout cas le français du début du XXIe siècle? Alors, il y en a qui font remonter ça au néolithique, quand on a commencé à apprivoiser la nature, enfin la mettre à notre service, c'est-à-dire à faire de la culture et de l'élevage. Donc, on a commencé à se mettre à part de la nature. Les animaux, on les parquait, c'était de la viande. Le blé et le reste, les plantes, pareil, on les cultivait et on les mangeait. Et on a fini par se déconnecter de cette espèce d'esprit égalitaire entre toutes les espèces. On était une espèce comme les autres, tributaire des autres. Et là, on s'est mis en dehors du marché de l'écologie. Et je pense que la mentalité a commencé là. C'est-à-dire que la nature est devenue une ennemie de nos cultures, une ennemie de nos élevages. Ça se voit encore avec le loup et les élevages de brebis. La nature est devenue non plus une complice et une sorte de divinité, parce qu'à l'époque, les dieux étaient partout. C'est devenu quelque chose de complètement à part. Donc, on s'est déconnecté, à mon avis, à partir de ce moment-là. Et le 19e siècle dont tu parles, c'est une accélération. Finalement, c'est une concrétisation technologique de notre mentalité. François Terrasson, que vous connaissez, disait, on vit dans le rêve des technocrates des années 40. Voilà, on a rêvé d'un monde animal au service de l'industrie et de l'économique. Et on met, par exemple, les animaux sauvages au service de la rentabilité, sans tenir compte de leurs besoins, sans tenir compte de rien. Et on se comporte comme des parasites à la surface de la Terre. On est un peu comme une moisissure à la surface d'une orange. On se répand partout et on ne tient compte de rien. On pollue tout. Mais à tous les niveaux, on ne se rend même pas compte. On pollue aussi l'univers sonore, olfactif, magnétique des animaux, on se rend plus compte à quel point on les perturbe. Les échouages de baleines à cause de nos sonars, etc. Tout ce qu'on fait, nos vitres, les oiseaux se plantent dedans. Nos routes, c'est des toiles d'araignées partout sur le territoire qui écrasent tous les petits et les moyens et les grands animaux. Donc, on se comporte vraiment comme des sagouins. Est-ce Sans qu'il y s'en a, rendre compte, c'est pas forcément méchant, hein. il y a quand même, alors je voulais revenir sur deux choses. La première, même si je suis un urbain patenté, j'ai l'impression quand même que les agriculteurs que l'on appelait avant les paysans étaient, il y a encore peut-être une quarantaine, une cinquantaine d'années, beaucoup plus liés au cycle naturel qu'ils ne le sont aujourd'hui. Alors on peut évoquer l'industrialisation, l'arrivée de nombreuses techniques culturelles qui ont effectivement bouleversé leurs pratiques. Il y a aussi, me semble-t-il, en tout cas dans les années 70, chez les politiques, il y avait encore un lien fort entre le réel naturel et le politique, et de grandes lois de la protection de la nature que tu évoquais ont été votées à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait qu'on a basculé complètement, que les deux mondes ont été séparés par une barrière étanche? Alors,
Oui, il y a eu ces années où les paysans étaient méprisés. On les traitait de bouseux, de cutéreux, tout ça. Et les technocrates leur ont dit, vous allez devenir des industriels, vous allez être la pointe, vous allez pas être méprisés par le reste de la société. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'agribashing, hein. Ça, pour moi, c'est un fantasme aujourd'hui. Mais il y a quelques décennies, il y avait quand même un certain mépris des gens des villes vis-à-vis des cutéreux. Et donc, on leur a promis de devenir quelque chose d'autre. Et on a totalement technologisé tout. C'est-à-dire que les sociétés d'assurance, maintenant, les compagnies d'assurance savent que les paysans ne touchent plus leurs vaches comme avant. C'est 1 heure par an, hein, quelque chose comme ça. Tout est technologique. Donc, ça les coupe aussi des réalités du vivant. Vous allez dans un tracteur aujourd'hui, c'est de l'air climatisé et de la musique. Donc, vous n'avez même plus, les agriculteurs n'ont même plus vraiment de grand, vrai contact viscéral avec la nature, avec la terre, même eux. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne, quoi. Que les gens des villes soient un petit peu déconnectés, on comprend, mais que les paysans soient technologisés à ce point-là, ils s'en plaignent d'ailleurs. Parce que leur métier, c'est devenu de la paperasserie administrative, du pesticide, de la mécanique. Enfin, c'est très différent. Ils tiennent encore un tout petit compte, un petit peu compte de la nature, mais passivement. C'est-à-dire que ils sont en général pas si écolos que ça, c'est-à-dire que le réchauffement, tout ça, ça leur échappe un peu. Quand on critique les pesticides, ils le prennent pour eux. Je le sais, moi je suis en Eure-et-Loire, hein. Quand on critique les pesticides, ils n'aiment pas ça parce qu'ils pensent qu'on les critique eux dans leur désir de bien faire. Il y a vraiment un, un, comment dire, il y a on ne se comprend plus entre protecteurs et agriculteurs la plupart du temps. Je parle pas des agriculteurs bio, etc., ceux qui sont restés proches de la terre, mais il y a vraiment, d'ailleurs, on dresse souvent les écologistes et l'agriculture de la FNSEA. On est vraiment des adversaires patentés maintenant. Et c'est grave, c'est dommage, parce que on lutte tous pour la même terre et la même vie saine. Donc Ce il y a sera vraiment un problème. Ce sera ma dernière question parce que je dois aller voir les hommes en blanc. Il y avait une chose qui me tarabuste aussi depuis longtemps, c'est pourquoi les protecteurs de la nature ont des relations exécrables en général avec les chasseurs, autres usagers de la nature, et pas avec les pêcheurs, autres usagers de la nature. Le geste n'est pas le même. Je pense qu'une arme à feu, quand on se balade, c'est plus inquiétant qu'un hameçon. Pourtant, les hameçons, ça fait du dégât, hein. Quand on marche dessus, quand on voit les oiseaux avec des hameçons dans la gorge, ça fait du dégât. Mais ils sont pas si aimés que ça, les pêcheurs. Il y en a qui les appellent les tueurs silencieux. Donc, il y a vraiment un problème avec la chasse, parlons de la chasse, euh, qui est peut-être disproportionné par rapport au problème de l'environnement. Ça, je peux l'admettre, mais qui est aussi un problème viscéral parce que ça touche la vie et la mort. Il y a quelque chose de culturel là-dedans. Moi, personnellement, il y avait des chasseurs dans ma famille et quand j'étais petit, j'avais envie de les accompagner et ils refusaient, ce qui était très sage, parce qu'ils allaient dans la nature, ils allaient au contact des animaux. Donc, je suis pas anti-chasse. Quand on va en Amazonie ou en Sibérie, on voit bien que. Mais la chasse aujourd'hui chez nous en tant que loisir, c'est complètement perverti et c'est devenu un lobby qui est anti-écologiste justement. Parce que c'est souvent les plus extrémistes qui parlent. On a vu Willy Schren, il vient de démissionner. C'était quand même pas quelqu'un de très très fin et de très ouvert à l'évolution de la chasse. Donc, les chasseurs aujourd'hui ne veulent pas évoluer. Ils veulent chasser toujours plus, ne respecter les lois que quand ça les arrange. Sinon, ils font changer les lois. C'est le lobby aussi des armes. C'est très important, hein. Les armes, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et Thierry Coste, que vous connaissez aussi, c'est aussi le lobby des armes. Il rêverait qu'on devienne comme les États-Unis avec des armes partout. Donc derrière la chasse, il y a aussi encore. De toute façon, il y a un problème. Avant, il y avait un adage très misogyne qui disait il y a un problème, chercher la femme. C'était odieux. Mais moi, ce que je dirais, c'est il y a un problème, chercher l'argent. Il y a toujours une histoire de rentabilité derrière nos problèmes. Je vais vous quitter, je vous prie de m'excuser. Je passe le La main communiqué donc à webinaire à Dominique. Dominique. Bon, mais essaye de rester en vie. Je vais tenter.
Bien, alors, moi, je voudrais justement poser une question concernant ce qui vient d'être dit. On n'est pas prêt, finalement, de voir les choses s'améliorer. Si on en croit Michel Serres, on est vers une civilisation de la ville de plus en plus, hein. Et donc, euh, est-ce qu'il y aurait des solutions pour essayer de nous rapprocher de ce vivant? Alors, je crois que on dit souvent l'écologie, c'est de gré ou de force, ça sera de force. Donc, je pense qu'on va être contraint à cause des bouleversements climatiques, à cause de tout ça, on va être contraint de finir par tenir compte de ça. Mais comme on ne veut pas comprendre, il y aura des catastrophes avant. Je pense, mais franchement, je voudrais pas être de mauvais augure, mais il y aura forcément des famines. Parce que justement, c'est Philippe Desbrosses qui disait la Terre, l'humus, c'est la petite pellicule à la surface de la planète qui nous sépare de la famine. Et là, on la bousille. Donc, tôt ou tard, il y aura des sécheresses. Donc, c'est vite fait. Ça peut aller très vite. Là, je vais inquiéter tout le monde, mais ça peut aller très vite. Et je pense qu'il y aura des pénuries d'abord de certains aliments primordiaux. Ça peut être le blé, ça peut être le riz, ça peut être n'importe quoi. Une Alors, sécheresse. effectivement, il y a un travail sur les semences dont on peut parler, parce que de plus en plus, on perd les semences traditionnelles. Oui, et en plus, on fait rien pour l'avenir. On est vraiment totalement inconscient. Heureusement qu'il y a quelques écolos qui se font taper dessus par les médias. Ça serait bien qu'on parle aussi un peu de l'écolo-bashing dans les médias, parce que vraiment, c'est un truc qui me hérisse un peu. Donc, Parlons. heureusement, il y a quelques gens qui gardent les graines, qui font des choses bien, qui sont ceux qui sont la solution de l'avenir, mais ils sont totalement méprisés parce que les gens en place ne veulent pas perdre leurs privilèges, ne veulent pas perdre leur profit à court terme, parce que c'est après moi le déluge. Donc, on a vraiment un problème avec ça, c'est-à-dire que ceux qui s'en foutent, c'est ceux qui ont les rênes du pouvoir. Donc, avec le petit bras, Et c'est pas fait pour aller en moins, puisque moi je viens de voir une information de Bayer, hein, qui, grâce à l'intelligence artificielle, nous construit un nouveau vivant. j'ai pas entendu la fin. Nous construit un nouveau vivant, presque, hein, Ah grâce à... oui. On rêve d'être des machines. On est tellement coupé qu'on rêve d'être des machines, de tout se technologiser. On commence à se balader avec des oreillettes, avec des trucs sur les lunettes. On aura des yeux on rêve d'être des robots, d'être le moins organique possible. C'est terrible. Donc cette coupure avec la nature, elle continue de se caricaturer jusqu'à l'extrême. Donc l'IA, ça va pas arranger les choses. Mais je pense franchement, c'est même pas un souhait, mais il y aura un retour de bâton. Il y aura un effet boomerang. Je pense qu'on commence à rentrer dans l'ère, certains disent l'anthropocène, moi je dirais l'ère de l'effet boomerang. On commence à avoir le résultat de notre inconscience passée. Oui, mais là, tu parles pour finalement des régions, pour l'Europe, pour des gens qui ont eu ces lois de protection. Or, on s'aperçoit par exemple sur l'Amérique du Sud ou sur l'Afrique, ou sur l'Inde même, que au contraire, on est dans un siècle en avant. C'est-à-dire qu'on est en train de détruire ce qui restait. Ah ouais. Oui, oui, c'est la même logique. C'est la même logique partout. Alors, décalé dans le temps, mais c'est la même. On va pas dans le bon sens. Il y a des gens qui font des choses formidables, qui plantent des palétuviers pour constituer les mangroves. Il y a plein de gens qui font des choses bien. Heureusement. Mais ils n'ont pas la loi, encore une fois, c'est pas la majorité. C'est un peu la bonne conscience des autres. Alors, on voit quand même que on a aujourd'hui quelque chose qui est en train de enfin, il y a des efforts pour essayer de réhabiliter cette notion de vivant. Oui, mais c'est tellement dérisoire. Moi, je me rappelle de cette ministre de l'écologie, je me rappelle même pas, qui avait dit, annoncer un truc révolutionnaire, c'était l'arrêt des cotons-tiges. Enfin, on est tellement loin. On est tellement loin de ce qu'il faut faire. Au niveau de la surpêche, au niveau de tout, c'est dérisoire. Voilà. Et le fait qu'il y ait des protecteurs et encore des choses, ça donne aux autres l'impression qu'il y en a qui s'en occupent. Mais on n'est pas assez nombreux. Les choses vont pas assez vite et pas assez bien. Est-ce que ça n'est pas simplement un moment historique de basculement, justement, et est-ce qu'on n'est pas à un moment de prise de conscience, hein? Enfin, on voit au niveau, par exemple, justement, des décideurs, des scientifiques, de plus en plus de gens
qui s'intéressent par exemple, la recherche systémique qui réintroduisent le vivant. Or, c'est quelque chose de nouveau. Il faut peut-être du temps. Oui, oui, non, mais bien sûr, il y a des choses bien, il y a des choses bien, mais encore une fois, avec divagant de retard par rapport aux destructions, par rapport à ceux qui ont le pouvoir et qui n'écoutent pas. Les scientifiques ne sont pas écoutés, hein. Faut écouter CNews un petit peu, hein. Faut regarder ce que les gens votent. Si les écologistes faisaient 80%, là, je me dirais, c'est gagné. Mais dans l'esprit des gens, dans Les l'esprit des écologistes ne parlent plus d'écologie. ben voilà. Et quand on parle d'écologie, il faut voir de quoi on parle, hein. C'est pas des gens qui ont une grande culture de la nature, hein. Oui, Euh, de plus en plus écologie des villes. oui, c'est ça, c'est ça. Et je pense que le mot nature, alors je sais bien, Descola a dit on peut critiquer tout ça, mais le mot nature ou le mot vivant, si on préfère, c'est quand même primordial. Encore une fois, c'est vital. C'est une lapalissade de dire que le vivant c'est vital, mais on l'a oublié. C'est dramatique. Alors, Donc, revenons à un des épisodes qui vient d'avoir lieu, sur lequel tu as pris position justement dans les médias, cette femme qui courait devant un loup et qui s'est fait mordre, hein. alors ça, c'est bon, c'est une anecdote, hein. Ça se passe à Thoiry, donc un parc animalier avec des animaux qui sont habitués à l'homme au quotidien, qui ont peut-être été élevés au biberon. Enfin bon, ils n'ont pas peur de l'humain. Et cette femme a fait du jogging dans un enclos. Alors j'ai mis ça sur les réseaux, tout le monde dit ouais, ouais, la connasse, etc. Bon, les gens, ils ont tout de suite un jugement. C'est peut-être le système de sécurité qui était pas bon parce qu'il y a une plaque électrique. Les pattes des animaux, ils sont sensibles, donc ils s'en vont pas. Mais des baskets de joggeuse, elle peut passer. Donc comme c'était inaugural, c'était le début de ce genre de choses. Peut-être que la sécurité était pas au point. Moi, je ne critique pas cette femme. Mais comme beaucoup de gens, elle ne connaît pas du tout les animaux. Et quand elle a vu les loups, au moins, elle aurait dû s'arrêter de courir. Et visiblement, elle n'a même pas eu le temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé, donc je ne peux pas juger. Mais il y a deux choses. Ces animaux ne craignaient pas l'humain. Et deuxième chose, elle courait, ce qu'il faut jamais, jamais faire devant un prédateur, mais quel qu'il soit. Un chien dans une ferme, quand on court, quand on est en vélo, faut s'arrêter tout de suite, sinon il court. Un ours, pareil, on sait qu'il faut pas jamais, jamais courir, jamais fuir, parce que même s'ils ont pas faim, c'est comme un chat qui chasse une souris, ceux qui bougent, ça les stimule. Une fuite, ça stimule leur comportement de poursuite. Donc évidemment, elle avait tout faux, la pauvre, donc elle va s'en sortir, mais ce qu'il y a, c'est que ça discrédite toujours les humains, les animaux sauvages, qu'on en profite pour dire que c'est dangereux, alors que même en enclos, elle s'est quand même pas fait bouffer, hein. Donc on pourrait se dire, ils ont été cool. Bon, dès qu'il y a quelque chose, un frelon, une vipère, un loup, les médias sont hystériques parce que justement, ils sont beaucoup des villes et il n'y a plus de notion du risque naturel. Or, les vipères, c'est vraiment pas un souci par rapport aux pollutions qu'on affronte tous les jours, hein. Mais les pollutions, elles viennent de nous, elles sont pas toujours visibles et on s'en fout. Donc, on préfère avoir peur des vipères, des frelons et des loups et être complètement à côté de la plaque. Alors, est-ce qu'il y a des solutions qui sont proposées aujourd'hui pour essayer au minimum d'endiguer ce flux? Parce que je pense aussi qu'il y a un problème de temps. Enfin, quelque part, on a une temporalité qui permettra peut-être, enfin, si on croit à l'anthropocène, etc., il y a un moment au sol qui s'épuise, il y a un moment où ça va basculer. Donc, est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui, justement, ce temps intermédiaire, hein, de l'utiliser ou de faire quelque chose? Alors, je sais pas, j'ai pas toutes les solutions. Ce que je vois, c'est que les gens qui vont dans le bon sens sont minoritaires et j'espère qu'ils vont devenir majoritaires. Mais je pense franchement qu'il faut une catastrophe, hélas, pour que tout le monde comprenne. On ne réagira pas tant que. Mais c'est notre cerveau aussi qui est fait comme ça, hein. Euh, Parce que ça touche le néocortex, c'est-à-dire ce qui est venu en dernier dans l'évolution, c'est l'intellect. Mais on a, dans le bug humain, ça a été très, très bien expliqué, hein, même si ça a été critiqué. On a un cerveau aussi reptilien, entre guillemets, hein, le striatum, qui fonctionne à la dopamine, à la récompense et à l'immédiat. Donc tout ce qui est instinct de survie, l'alimentation, la sexualité, le plaisir, etc., c'est beaucoup plus fort que l'intellect.
D'ailleurs, quand on doit se mettre au régime et qu'on est devant une belle pâtisserie, on a du mal à résister, même si l'intellect dit non, t'as pas intérêt. Mais donc on est dans le plaisir immédiat, qu'on le veuille ou non, on est des singes nus, mais on fonctionne comme n'importe quel autre primate et même comme n'importe quel autre reptile. Ça fait des millions d'années que l'évolution a fait notre cerveau comme ça. Et ce qu'on se dit, nous, intellectuellement, ça n'a pas, ça fait pas le poids par rapport à tout ce qu'on a en cerveau interne. Je pense que c'est une des clés de nos problèmes. Elle est aussi interne. C'est notre fonctionnement animal qui nous pousse à faire des choses qui sont pas raisonnables. Parce que la raison, c'est pas elle qui a le dernier mot. On est tous Alors, pareils. pardon. Alors, de plus en plus, on voit, enfin, on décrit. Et là encore, on a de plus en plus de connaissances sur notre manière de fonctionner, sur ce qu'on est, etc. Et finalement, on n'en tire pas de conclusion. Voilà, c'est ça le drame. C'est ça le drame. Euh, j'ai pas la solution, sinon, encore une fois, compter sur les enfants. Mais moi, j'aurais les rênes de pouvoir. Une des premières choses que je ferais, en dehors de museler un peu les lobbies, c'est de mettre les enfants dehors. C'est vraiment très, très important parce que ça passe par l'organique, ça passe par les sens. La raison vient après. Mais Alors, un on a enfant déjà qui des sait ce que pays c'est que la qui font nature. ça. Il y a déjà des pays qui font ça. Oui, oui, de plus en plus, les forêts, l'école en forêt, tout ça, c'est d'excellentes initiatives. Mais c'est pas l'éducation nationale qui va instaurer et rendre ça obligatoire. Eux, ils mettent des costumes aux enfants, comme si c'était l'urgence. Je pense que cet argent irait beaucoup mieux de leur faire faire des sorties nature parce qu'ils apprennent beaucoup plus. Moi, j'en ai fait avec des enfants. On voit des petits garçons, des petites filles qui se révèlent. Et les éducateurs me disent, mais celui-là ou celle-là, bon, il dort, c'était un cancre, et puis là, il se révèle curieux, avoir plein de connaissances, ils sont pas faits pour les études, mais ils s'éveillent. Il y a vraiment des choses qui se passent pour tous les enfants. Et c'est vraiment une culture viscérale qui leur manque aujourd'hui énormément. Ils savent même plus. Il y a l'extinction de l'expérience, ça tout le monde en a entendu parler. Donc à chaque génération, on arrive dans une nature qui est très dégradée, on se rend même pas compte de ce qu'on a perdu. Donc on arrive avec des enfants, pour eux, voir deux papillons dans la journée, c'est merveilleux. Moi, quand j'étais gamin, des papillons, il y en avait partout. Il y avait ce fameux effet pare-brise où on s'arrêtait toutes les 2 heures, tellement il y avait des insectes écrasés sur les pare-brises quand on se baladait. On pouvait pas rester l'été avec les fenêtres ouvertes. Maintenant, je reste l'été, les fenêtres ouvertes, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Mais les enfants qui naissent aujourd'hui s'en rendent pas compte. Donc c'est ça l'extension d'expérience de nature qui est un phénomène très important, qui fait que les gens ne voient plus de grande nature telle qu'elle devrait être et ne pensent même plus à protéger quelque chose qu'ils savent pas. Et ce qu'on a oublié, c'est que la loi de la nature, c'est l'abondance. Avant, il y avait des vols d'oiseaux qui obscurcissaient le ciel. Sur nos plages, il y avait des milliers de phoques, de tortues qui pondaient, etc. Il y avait des choses. Ah, je ne veux pas revenir à la préhistoire non plus, mais là, on est allé beaucoup trop loin de l'autre côté de la limite, quoi. On n'a plus trop de place. Mon exemple, Alors, c'est la tourte américaine. Vous savez, ce papillon migrateur, cet oiseau migrateur. Audubon a décrit un vol qui durait 3 jours. C'était comme une éclipse et il neigeait de la fiente. Ils étaient des milliards et on les a tués jusqu'au dernier. Donc on ne se rend même pas compte de l'abondance qu'on a perdue. C'est important, c'est un exemple, je trouve, très très frappant, mais chez nous c'est pareil, hein. La multitude d'insectes, d'oiseaux, on a perdu l'habitude des multitudes. Là j'ai vu un remake de Un homme, une femme sur la plage, il y avait des centaines de goélands. Aujourd'hui sur les plages, il n'y a pas ces centaines de goélands. Voilà, dès qu'on a l'œil, on voit très vite ce qui disparaît. très bien. Alors, aujourd'hui, on voit aussi par exemple, on reprend la chasse à la baleine. C'est-à-dire, il y a des lois même qui, aujourd'hui, à échelle internationale et mondiale, ne sont pas respectées. Voilà, rien n'est jamais acquis quand c'est dans le bon sens. C'est ça qui est terrible. Il y a des politiques qui tiennent pas leurs promesses, sauf que ceux qui tiennent leurs promesses, c'est les pires.
Voilà. Et tout ce qui est protection de la nature, on sait très bien que même les lois qui protègent les parcs, les réserves, on en a parlé, ça c'est démantelé. Mais il suffit qu'on trouve une réserve d'or, de pétrole, de n'importe quoi, de métal rare, ça sera fini. Ça sera fini. Parce que la protection, c'est sur papier. Et même quand c'est protégé, on sait qu'il y a des espèces protégées dans des espaces protégés qui sont menacées par la pollution, par plein de choses. Donc, effectivement, ce qui va dans le bon sens n'est pas acquis. C'est bien dommage. Alors, on sait par exemple qu'un des enjeux des grandes réunions mondiales qui vont avoir lieu, que ce soit la COP16 ou que ce soit la grande réunion sur l'océan, c'est la mise en place justement des aires marines protégées. Alors, certains, qu'est-ce que t'en penses toi de ces aires marines protégées? Bah, déjà, ce que je pense de ces grandes réunions, j'ai toujours été très sceptique avec ça. Là, je rangeais des papiers, mais le nombre de colloques sur l'avenir de la forêt, l'avenir du vivant, les machins, mais qu'est-ce qu'on a dépensé comme salive et qu'est-ce que ça a donné? Encore une fois, on discute alors qu'il faut agir sur le terrain. Oui, mais quand on fait un Pardon. livre, hein, quand on fait un livre, c'est pareil. C'est comme un colloque. Un livre, on se donne aussi bonne conscience, on fait ce qui. Moi, je suis fait pour ça, donc je l'ai fait, je me fais plaisir. Mais c'est aussi pour ça que j'ai milité pendant 40 ans. Et militer, c'est pas se faire plaisir. Faire partie d'une association, c'est de la gestion de budget, de la gestion humaine, des choses très très casse-pieds, quoi, administratives, qui sont vraiment pas donner du biberon à Bambi. Hein, c'est pas du tout ça. Et je pense que ce qui nous manque à tous, c'est d'agir concrètement. Donc, tu me parlais de grandes réunions. Peut-être qu'il y a des résolutions internationales qui sont prises, mais je suis pas dupe de ces choses-là. Encore une fois, dès que ça gênera, soit tout de suite on ne met pas en place, soit on ne respecte pas, soit on change quand ça déplaît. Donc au mieux, c'est pas terrible. Je pense vraiment qu'il faut agir. Il nous faudrait vraiment des armées de militants. Moi, j'ai milité pendant 40 ans, donc à l'ASPAS, à une époque où c'était très exaltant parce qu'il y avait tout à faire. Euh, la protection juridique des espèces. Maintenant, on achète des espaces parce que l'État fait pas son boulot, mais au moins chez nous, on laisse la nature tranquille. Et il y a déjà beaucoup de boulot à faire pour que ça rentre dans les esprits, parce qu'on a beaucoup de tracas administratifs. Hein. Donc ça, c'est le réensauvagement, c'est laisser la nature tranquille. Alors, nos détracteurs disent c'est de la nature sous globe. Nature sous globe, ça veut dire nature non exploitée par l'humain. C'est ça, parce que la nature, elle évolue, elle est jamais sous globe. Donc déjà, on essaye de faire évoluer les mentalités là-dessus, mais il y a beaucoup plus à faire. Aujourd'hui, j'aurais 15 ans ou 20 ans. L'espace, c'est bien, mais je serais à Extinction Rébellion ou autre chose, et je me ligoterais sur des engins de chantier ou je sais pas ce que je ferais. Mais des choses beaucoup plus efficaces, concrètement sur le terrain. C'est une guerre. En fait, on est en guerre contre la nature, donc il faut vraiment des guerriers. Je suis pas un extrémiste et un bagarreur, mais j'aime pas. L'injustice et ça peut rendre un petit peu guerrier justement cette injustice et ce constat qu'on va vers quelque chose de grave. Je pense vraiment qu'on a besoin d'une armée. Ouais. Alors, Enfin, c'est idéal, hein. on a besoin d'une armée pacifique, bien sûr, enfin, d'une certaine manière, hein, c'est une manière de parler. Mais on s'aperçoit aussi que c'est pas suffisant. Enfin, les deux sont nécessaires, les lois et l'armée. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai eu à côté de chez moi l'A69. On a eu vraiment là des militants. On peut pas dire que les écureuils, hein, comme on les appelait, étaient des gens qui ne servaient à rien. On a eu une montée en puissance des scientifiques, on a eu une montée en puissance, et pour l'instant, ça se fait toujours, le projet est toujours là. Il est pourtant contraire, même Béchu est venu, et même il y a eu des avis contre, et puis bon, le projet va se faire. C'est comme Ouais, le ouais. nucléaire, c'est comme... Ouais, ouais, alors moi je suis pas un militant de la violence non plus, mais je vois pas la solution parce qu'il y a vraiment des forces contraires terribles. Et quand on a mis de l'intérieur qui parle d'éco-terrorisme, alors que les écologistes sont juste des gens comme les autres qui sont un peu plus
conscient que les autres. Il y en a presque un par jour qui se fait tuer dans le monde. Donc on est vraiment arrivé à un ère justement d'écolo-bashing parce que les écologistes ont raison. C'est eux qui menacent les choses en place, justement. Donc on leur tape de plus en plus fort sur le dos. Tout le monde a vu l'image de ces jeunes qui étaient accroupis sur le trottoir, qui ont été gazés à coups de lacrymo. Enfin, on sait que bon, après, on peut discuter la méthode. Ceux qui ont mis de la peinture sur des œuvres d'art, ils ont mis la peinture sur les vitres. Donc, c'était quelque chose de spectaculaire. Et de quoi on a parlé? Juste du geste. Pas de le... C'est exactement cette histoire de cet adage chinois qui dit montrer la lune à un imbécile, il va regarder le doigt. Eh ben, on traite Exactement ça. sonne l'alarme d'alarmiste. On ne regarde que le gêneur et on n'écoute pas la cause pour laquelle ils prennent des risques. C'est des jeunes qui prennent des risques et qui font de la tôle, parfois au moins de la garde à vue, qui sont menacés. Donc ils font des choses bien, mais on ne parle que en négatif. Et ça, c'est terrible. Et ça, les médias en sont très responsables quand même. Alors, les médias sont très responsables, mais on parle également, enfin, là aussi, on a besoin des grandes institutions. Par exemple, l'ONU a quand même mis en place un, disons, Monsieur Forst, qui fait justement l'analyse de l'ensemble de toutes ces exactions qui sont faites contre les militants écolos et qui fait un rapport à l'ONU. Alors, on pense peut-être que ça servira à rien, mais ce rapport permet quand même d'y voir clair. Par exemple, quand il dit on ne doit plus utiliser le mot écoterroriste parce que un écologiste n'est pas un terroriste. Un terroriste, c'est Daesh, c'est le Hamas, un écolo qui lutte n'est pas un écoterroriste. Donc, c'est pas inutile quand même. Bah alors, tout ce qu'on fait, c'est nécessaire mais pas suffisant, comme on dit en maths. Euh, Qu'est-ce que ça va donner? On a le tort de croire à l'intelligence. Mais l'intelligence face à quelqu'un d'armé, ça sert à rien. Et donc, c'est pour ça que je parle d'armée, vraiment, on a besoin de force physique, de force qui résiste à une force qui menace tout le monde. Euh, Pourtant, je suis non violent, pacifiste, tout ce que tu veux, mais on ne pourra pas lutter avec l'intelligence, avec la raison. On voit bien le vote Barletta, on voit bien ce que c'est. C'est pas de la raison, c'est viscéral, c'est du réflexe, c'est pas de la réflexion. Et c'est encore notre cerveau primaire qui parle, qui parle à tout le monde. Donc, bien sûr, un bon rapport intelligent, des philosophes qui disent des choses lumineuses. Ouais, moi je suis friand, mais ça va pas changer le monde. Bien, alors, les livres, on en est aujourd'hui à, je ne sais pas combien tu as fait d'ouvrages, hein. Une cinquantaine. Une cinquantaine. Bon, alors, ces livres, bien sûr, ils sont faits pour servir à quelque chose quand même. Bon, Oui, alors oui, oui. Donc pendant 40 ans, j'ai milité à l'ASPAS, je faisais déjà des livres et c'était une manière d'essayer de changer les choses, de faire ma petite part. Maintenant, je suis un peu fatigué de ça et j'ai tellement de projets, j'ai plus d'idées que de temps, donc je me consacre beaucoup à faire des livres. J'en fais 2 par an. Et oui, c'est une manière de militer. Alors c'est pareil, faire des livres intelligents, entre guillemets, pour des gens intelligents, c'est bien, mais ça va pas concerner tout le monde. Donc j'essaye de faire des choses comme ça. C'est juste de l'initiation. C'est-à-dire que souvent les gens me disent, ils savent même pas la différence entre un corbeau et une corneille, entre une grenouille et un crapaud. C'est la base. Et les naturalistes se rendent pas compte de ça. Donc je fais vraiment des choses pour le grand public, pour les enfants, pour justement qui commencent à s'intéresser à ces choses-là, surtout sans jamais les décourager avec des mots compliqués, avec des notions fumeuses, etc. Je mais fais pour les vraiment la écolos base. même, même pour Pardon? même pour les écolos, c'est nécessaire. Quand moi je Ah suis, oui, oui, ils connaissent pas la quand je nature. suis arrivée à Paris, je suis tombée sur des écologistes anti-chasse, mais qui ne connaissaient pas la différence entre un lièvre et un lapin. Bah oui, mais ils reconnaissaient que le fusil. C'est déjà pas mal.
Oui, oui, oui. Et puis en plus, j'ai remarqué, mais moi je propose toujours des sorties nature, si vous voulez, à la JE, au JNE, je propose toujours des sorties nature parce que même les journalistes de l'environnement, je remarque quelquefois ils sont un peu complexés de pas connaître les chants d'oiseaux et autres, mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'être agrégé d'histoire de l'art pour aller au Louvre. Donc on peut se balader en forêt sans aucune connaissance. C'est d'abord viscéral, c'est aussi esthétique, c'est poétique, c'est tout ce qu'on veut. C'est pas que de la science. Donc, faut y aller sans complexe. Et moi, je fais des initiations. Là, j'en fais beaucoup avec la Cité des Sciences, avec des classes de gamins de toutes les couleurs. Et ça me réjouit de les voir s'intéresser à ça. Parce que dès qu'on voit un martinet, un moineau, ils sont ravis. Une coccinelle, ça y est, tout le monde est en ébullition. Mais au moins, je sais que ça restera dans leur mémoire. Donc, pour les journalistes aussi, ça peut décoincer les choses d'avoir quelqu'un qui apprend à écouter. Moi, on m'a initié aussi, hein. C'est comme les coins à champignons. Faut avoir quelqu'un qui montre comment les trouver, comment reconnaître. C'est mieux que de passer par des applis déjà. Moi, je propose des sorties nature, bien sûr, et aux journalistes et à tout le monde. Et le Voilà. travail qui est fait de plus en plus en médias audiovisuels, que tu fais en médias audiovisuels, c'est parce que le livre ne suffit plus. Il Bah, faut le de livre, l'image, il oui. faut de plus en plus d'images. Oui, alors par exemple, j'ai pas eu le temps de le faire, je l'ai fait faire le guide de l'éco-guerrier. Je trouve que c'est un super bouquin. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Donc c'est Catherine Lévesque, c'est une JNE qui l'a fait, qui a fait une enquête. Parce que souvent on me demande qu'est-ce que je peux faire pour protéger la nature. Il y a toutes les solutions, mais il y a des choses fantastiques là-dedans. Et on avait proposé à plusieurs journalistes déjà, de reporters et d'ailleurs des jeunes qui avaient rien à foutre de faire un bouquin. Et ce bouquin, bien qu'il soit très très bien, n'a pas eu beaucoup de succès. Pourtant, Camille Etienne m'a dit, mais vraiment tout le monde devrait l'avoir à son chevet, etc. Il est vraiment très bien, mais ça ne touche pas la génération du livre. Apparemment, il faut plus agir dans les réseaux que par le livre. Donc le livre ne suffit pas. C'est aussi pour ça, moi j'ai passé l'âge, puis il y en a qui font ça très bien, d'être influenceur dans les réseaux. Ça marche bien. Euh, et puis je fais aussi de l'audiovisuel. J'ai bossé avec Yann Arthus Bertrand. Bon, c'est du classique, mais le film Vivant, auquel j'ai collaboré. C'est quand même distribué gratuitement dans les écoles. On a fait des vidéos comme je fais en ce moment, sauf que à votre place, il y avait 100 000 enfants, quand même 100 000 enfants, plein de classes de partout, de la Guadeloupe, de partout, des banlieues, et qui étaient passionnés. Alors, j'ai pas répondu à toutes les questions, mais ça les a éveillés et on m'en parle encore. Donc, c'est important de passer, ouais, par les canaux qui parlent aux jeunes. Voilà. Bon, ben, on va justement passer aux questions. Donc, j'ai vu qu'il y avait des... alors, je ne sais pas utiliser parfaitement Valérie Je vois pas vos Mélésène. têtes, tout le monde Vous s'est prenez éteint. la parole directement. Donc, j'avais vu Evelyne Jabouin qui avait demandé, qui avait plusieurs fois. Je ne sais pas, vous avez peut-être une question, Evelyne? Oui, moi j'aurais voulu savoir, merci de me demander, j'aurais voulu juste savoir pourquoi, Marc Giraud, vous avez quitté l'espace. Alors c'est juste, il y a aucun conflit. On n'est pas fâché. On s'est encore téléphoné hier parce qu'il voulait que je trouve des slogans parce que c'est un peu mon truc. Simplement, au bout de 40 ans, je suis un peu usé et de moins en moins disponible. Hein, 2 bouquins par an, ça occupe quand même. Plus l'audiovisuel, plus plein de choses. Là, je vous raconte pas tout, mais je suis bien occupé et c'était disproportionné le temps que ça me prenait par rapport à mes compétences. C'est-à-dire que c'était devenu de la gestion d'entreprise, ce que je sais vraiment pas faire. Donc, faut pas me donner Ah, les clés du budget et de moins en moins de la protection parce que c'est une grosse machine qui est beaucoup moins réactif qu'au début, où dès qu'on avait une idée, paf, ça y est, il y avait un communiqué de presse, tout ça. Il y a 30 salariés, tout ça, c'est devenu trop lent et lourd pour mon esprit un peu impatient. Voilà. d'accord. Donc, et D'accord, puis merci. j'ai donné, c'est mission accomplie, hein. Et en plus, je trouve que les associations ne sont pas toujours très fair-play, c'est-à-dire que tous ces grands dossiers qu'on a portés sur le dimanche sans chasse, tout ça, il y en a qui nous piquent les dossiers, je sais même pas la peine que je vous les cite, des grosses associations qui piquent les dossiers, pourquoi pas? On n'a pas le monopole, mais qui ne citent même pas le travail de l'espace et qui font des actions sans nous prévenir. Et ça, moi, je suis un peu fatigué de ça. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Prenez la parole directement. Bon, pas d'autres questions? Mais Bon, vous l'ASPA, savez, c'est une super association, hein. On fait des choses encore formidables. Et ce que je voudrais, parce que là, on récolte ce qu'on a semé il y a des années, ce que je voudrais, c'est qu'on lance de nouvelles graines et qu'il y ait de nouvelles idées pour l'avenir, quoi. Puisque Hmm. dès qu'on a une bonne idée, on nous la, Pic. on nous la prend. Donc, il nous en faut d'autres. Voilà, c'est ce que je souhaite à l'ASPA. mais D'accord, merci beaucoup en tout cas. Merci. pour rester dans ce chapitre, on peut dire que aujourd'hui, le problème de l'écologie, c'est un petit peu ça. C'est que toutes les grandes associations qui étaient des associations militantes de départ, hein, sont devenues aujourd'hui des associations où les gens sont salariés, qu'il faut gérer, qui sont des boîtes. Complètement. Ouais, ben c'est ça qui m'embête parce que Ah ouais, tout à gérer fait. les tickets restaurants, moi, c'est pas ma vocation. Donc, finalement, c'est l'équipe salariée qui s'occupe de la protection et le conseil d'administration qui s'occupe de la gestion. Donc, Oui, oui, tout à voilà, fait. Mais moi, moi, ça m'intéresse pas. ouais, je suis allée à l'Assemblée générale la semaine dernière et donc, du coup, j'ai tout à fait bien senti ça. Je suis d'accord. D'accord, merci beaucoup. Merci. Là, il y a le problème du militantisme aussi, le grand problème qu'on se pose souvent, est-ce qu'on peut être journaliste et militant? Je ne crois pas du tout à l'objectivité. Vous prenez n'importe quel journaliste Bien politique, sûr. vous devinez s'il est à droite ou à gauche. Là, il n'y a pas de souci. Et je ne vois pas en quoi ça serait honteux de constater que la nature a besoin d'un coup de main. Franchement, je vois pas en quoi c'est pareil, c'est un peu un écolo-bashing de dire vous êtes militant, genre vous n'êtes pas objectif, vous êtes hystérique. Ben non, militant, c'est quelque chose de noble, ça veut dire donner de son temps à une cause qui n'est pas la nôtre. C'est le contraire de l'égoïsme. Donc Alors, franchement, c'est militant, aussi, c'est pas une insulte. c'est aussi le contraire, hein. Par exemple, les anglo-saxons tolèrent parfaitement un journaliste militant. C'est-à-dire, on l'appelle embargue. C'est-à-dire, c'est un journaliste embarqué. C'est un journaliste qui est parti dans quelque chose. Or, une école de journalisme en France n'autorise, enfin, fait tout à fait l'inverse de cette formation. C'est-à-dire qu'une école de journalisme en France vous demande d'être parfaitement objectif, comme si l'objectivité existait, effectivement. Donc, on a perdu des militants associatifs à cause de la professionnalisation du militantisme et on perd, hein, des journalistes militants parce que, justement, il ne faut pas qu'ils soient militants, il faut qu'ils soient objectifs. Absolument. Le mot-clé, c'est honnêteté. Quand on se base sur des faits, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Comment se promener dans les bois sans se faire tirer dessus. C'est sur la chasse. Donc, c'est pas pour la chasse, vous pouvez le deviner, mais ce ne sont que des faits. Et j'avais fait Canal+, je crois, donc le président des chasseurs m'avait menacé de procès, mais ils ont rien pu trouver. On ne disait que des faits. Donc c'est du bon journalisme, même si tu as une orientation, de te baser sur des faits pour dénoncer des choses justement qui sont factuelles. Donc ouais, pour moi, il y a pas de souci d'être un protecteur et journaliste en même temps. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Toujours pas? Bon, mais alors, Soyez pas timide. soyez pas timide, a dit Marc, c'est vrai, quoi. Les questions idiotes, c'est celles qu'on pose pas. Peut-être laisser un petit peu de temps. Bon, bon, on va continuer quand même un petit peu encore tous les deux. Donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est effectivement demain. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Alors, on n'a pas de réponse ni les uns ni les autres, hein. Peut-être, est-ce que la dénonciation suffit? Euh, moi, enfin, j'ai un peu l'impression qu'on a peut-être trop été du côté des bons, des méchants, du blanc, du noir, hein, du bien, du mal. Est-ce qu'il y a une position qui peut-être a fait du mal? Peut-être, oui, bien sûr. Je crois que la protection, en tout cas, ça marche sur deux jambes. D'un côté, les jusqu'au-boutistes, les extrémistes, les radicaux, tout ce qu'on veut, qui donnent le cap, mais qui sont pas des gens de dialogue, qui sont quelquefois, qui font des choses qu'on peut leur reprocher et qui ne sont pas toujours à droit. Mais il en faut. Et de l'autre côté, des gens de dialogue, justement, mais à force de dialoguer, on finit
par se compromettre. On s'en rend pas compte. Moi, je l'ai vu quand je bossais à TF1. Des fois, on me disait, mais toi, de la LPO ou de l'espace, t'as dit ça? Et je me rendais pas compte. Je me prenais pour un héros, je résiste et tout ça. Et puis, paf, il y a un petit truc qui est passé et je m'en suis pas rendu compte. Donc, quand on est trop dans le dialogue, d'abord, on fait ami-ami avec des ministres, avec des gens comme ça, Oui, j'allais dire, on s'en dans des aperçoit en rapports de boulot. politique. On peut avoir un bon projet politique de départ, hein, et à force de travailler dans le consensus, Voilà, voilà, c'est ça, ça devient le compromis devient de la compromission. Donc faut vraiment ces deux jambes-là. Je pense pas qu'il y en a une qui soit suffisante. Il faut vraiment des gens qui montent le cap et des gens qui soient quand même un peu de dialogue. On a besoin de cap et on a besoin de dialogue. Mais c'est pas les mêmes qui font les deux. C'est pas possible. alors, on a évoqué le problème des sols comme étant un des moments de rupture, une possible rupture. Est-ce que l'eau, enfin moi je travaille beaucoup sur l'eau, est-ce que l'eau n'est pas aussi un de ces moments de rupture de l'écologie? Ah ben alors tous les voyants sont rouges dans tous les domaines, hein. L'air, l'eau, la terre, l'océan, enfin tout, tout. Là, il y a pas un domaine dans lequel tout va bien. La déforestation, le reste, on peut tout mettre au niveau maximum et ça fait un moment que les voyants bip et sont rouges. Donc l'eau, évidemment, l'eau, on sait très bien. On est nous-mêmes fait de plus de 80% d'eau, on en a besoin. Notre merveilleux cerveau dont on est si fier, je crois que c'est plus de 90% d'eau. Donc on est des sacs de flotte en fait. On en a un besoin vital. C'est des choses dont on va s'apercevoir en moment de sécheresse. C'est toujours pareil. Est-ce qu'on peut parler un peu du dernier ouvrage, La forêt en bord de chemin? Yes. Alors ça, c'est une collection. J'en avais fait un seul, qui était La nature en bord de chemin, où je fonctionne un peu comme l'audiovisuel, c'est-à-dire que c'est très, 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 ce sont des photos, c'est Oui. très, très visuel, beaucoup de photos avec peu de texte. Comme dans l'audiovisuel, c'est-à-dire que il fallait d'abord la photo, pas de reportage, pas d'image, pas de reportage, c'est pareil. Il fallait d'abord des images, et ensuite les légendes sont un peu comme des commentaires. Et les lois du commentaire, c'est simple, faut pas raconter des choses qu'on voit pas parce que c'est frustrant, et il faut pas raconter ce qu'on voit parce qu'on le voit. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un commentaire? Ah oui, c'est l'énigme. On décrypte. Donc, je mets des images du quotidien et je les décrypte et je montre ce que j'aime bien dire, l'extraordinaire dans l'ordinaire, et je fais vivre par double page. C'est un peu comme de l'audiovisuel. On voit le paysage, puis la plante, puis l'insecte sur la plante, et on a un effet comme ça de marche dans la nature. Donc, c'est des choses qui sont très réalistes, de proximité, avec des espèces que tout le monde peut voir, hein. Là, j'ai mis un écureuil, j'ai même pas mis un cerf qui brame, donc tout le monde peut voir des écureuils, plus ou moins. Donc, c'est une collection qui marche très très bien. On a vendu plus de 100 000. Donc, du coup, je vais encore en faire deux. Qui prouve que les gens ont besoin de savoir. Et Euh, oui, oui, mais ils aiment ça. ce qui prouve que les gens ne sont pas complètement coupés de la nature. Ils sont dans une autre relation à la nature. Et est-ce que c'est cela qu'on n'a pas été capable de percevoir, hein, ou de flatter? Oui, parce alors, il y a une grande demande. Je le vois dans le public quand je faisais des chroniques sur RTL ou autre. Les sondages internes montraient que les gens adoraient. Parce qu'ils adorent les animaux, mais les responsables de médias n'en ont rien à foutre. Parce qu'il n'y a pas de marché publicitaire sur les animaux, par exemple. C'est une des raisons idiotes, mais cherchez le problème, il y a du pognon. Il n'y a pas de marché publicitaire, donc des fois j'ai fait des émissions, il y a des pubs pour des croquettes ou des trucs qui étaient limites. Là, je ne maîtrisais pas, mais comme il n'y a pas de... Ils savent très bien que les animaux plaisent, mais comme il n'y a pas de marché, ils s'en foutent. Donc c'est négligeable. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas beaucoup d'informations. Il y en a d'autres, hein, mais... Et puis l'indifférence des responsables, qui sont vraiment des gens obnubilés par l'économique, par la rentabilité, très urbains, dans un autre monde. Ils vivent dans un autre monde. Pour moi, je vis dans le vrai monde parce que je suis dehors. Et les autres sont dans un autre monde. Mais ça, c'est mon point de vue, hein. Non, mais c'est aussi valable pour les émissions sur l'environnement et la manière dont aujourd'hui l'environnement est bafoué dans les médias aussi. Ouais, 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 ouais. Il faudrait vraiment une formation de tous les journalistes qui soit plus poussée. Ça, c'est évident.
parce qu'ils s'en foutent, je vois bien, il y a des journalistes comme les politiques, qui sont brillants, ils ont fait des études. Je tiendrai pas une semaine. Ils ont vraiment une mécanique cérébrale qui est bien huilée, mais ils sont pas le logiciel. Et on a tous fait des réunions avec des ministres de l'environnement et autres, et on ressort atterré parce que bah, ça passe pas. Ça passe pas. Il y a un truc, c'est pas dans leur logiciel. C'est même pas une histoire d'intelligence. Donc, il faudrait vraiment. Mais je sais qu'il y a des groupes de pression. Il y en a qui ont fait pression pour que sur le JT de France 2 midi, ça s'appelle Météo Climat, il y a toujours des choses. Mais ça, ce sont des écologistes qui ont fait pression et qui ont vu les journalistes et qui leur ont mis les faits. Et les journalistes étaient atterrés parce qu'au début, ils disaient oh, écologie punitive et tout ce genre de trucs dont on a ras-le-bol. Euh, et quand on leur disait les faits, ils disaient effectivement, il faut qu'on en parle. Donc, il faut continuer de faire pression. Voilà. Faut pas se désespérer, en tout cas. Si j'ai une conclusion à faire, faut rester constructif. On n'est pas encore foutu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, moi, je ne sais pas. Marc, est-ce que tu as encore quelque chose à nous raconter, que tu voudrais encore faire passer, peut-être, un Bah, message? je sais pas, bah, tu as vu, tu me poses une question, bah, tu as un quart d'heure de réponse. Donc, Oui, bien sûr. Non, non, mais en mais fait, il est 11h30, on a encore une demi-heure. on a encore une demi-heure. On peut- Simplement, ce que je voulais, on peut parler peut-être de cette mobilisation qu'on vient d'évoquer des journalistes. Ça n'est pas seulement des journalistes chez nous. Enfin, les journalistes de l'environnement sont menacés à travers le monde entier aujourd'hui. Il y a des gens qui sont emprisonnés, il y a des gens même qui sont tués. On a des rivalités extrêmement fortes. Par exemple, si on prend au Brésil, si on prend en Colombie, si on prend au Chili, enfin en Afrique même, ou même en Chine, on a aujourd'hui une répression extrêmement importante. Oui, alors je vais sortir un autre livre, si je le trouve. Voilà, celui-là. Il n'a eu aucun succès, mais Tu c'est un veux tout la petit peau des éditeur, écolos? hein. C'est sur l'écolo-bashing, je l'ai fait avec Daniel Boone. Bon, c'est un éditeur qui est venu me chercher un thème que j'avais pas envie de faire. Et je lui ai dit, mais j'ai commencé à travailler sur l'écolo-bashing, est-ce que ça t'intéresse? Il m'a dit oui. Donc j'ai demandé à Daniel de m'aider. Et ça, c'est sur justement tout ce problème, et médiatique et au niveau international. Donc il y a une partie sur la France, parce qu'en France, il y a beaucoup, je parle par exemple des anti-Greta Thunberg. Mais il y a un bashing sur cette pauvre fille. Euh, on voit que dans les médias, l'écologie, c'est presque l'ennemi. L'écologie, c'est devenu presque l'ennemi. Donc, ils veulent vraiment pas comprendre, quoi. Euh, Au niveau international, oui, effectivement, il y a carrément, ça va jusqu'au meurtre. Mais chez nous, bon, il y a Rémi Fraisse et il y en a deux qui y sont passés quand même. On peut dire que c'est des accidents, mais on sent que la violence arrive et que c'est de plus en plus intransigeant, alors évidemment, on est encore dans une démocratie, mais c'est de plus en plus ferme ta gueule quand même. On a vu les dernières manifs des Gilets jaunes, on a vu les interdictions de manifs, on voit la différence entre le traitement des manifs d'agriculteurs de la FNSEA, par exemple, qui mettent du lisier partout. Tout ça, c'est le contribuable, hein. Personne n'en parle. Et je parle d'une militante qui s'est retrouvée en garde à vue parce qu'elle a fait un dessin à la craie devant la mairie. Donc on voit vraiment que le traitement des écologistes est très 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 sévère, alors que d'un autre côté, il est très indulgent pour des gens qui sont justement des destructeurs de notre environnement. Donc il y a vraiment un traitement qui est très néfaste, et Un je vois que traitement qui correspondrait à une peur, hein, à la peur de les voir grandir, avoir raison. oui, oui, parce qu'ils ont raison. C'est ça leur problème. Le problème des écologistes, c'est qu'ils ont raison et que les adversaires de l'écologie, ils sont, ceux qui sont plus intéressés par la rentabilité, savent très bien que c'est eux qui pointent la vérité et c'est eux qu'il faut annuler. C'est évident, sinon il n'y aurait pas cette violence. C'est qu'on chatouille là où ça fait mal. Sinon, on n'en a rien à faire, hein. Sur militer pour, je sais pas quoi, pour remettre la poésie à l'école,
ça fait de mal à personne. C'est peut-être une bonne cause, mais ça fait de mal à personne. Il n'y aurait pas de violence contre ça. Là, il y a de la violence parce que justement, on empêche une autoroute, parce qu'on empêche des méga-bassines, parce qu'on empêche des choses qui sont de la rentabilité immédiate, donc, face à des gens qui ne voient que ça c'est sûr. Là, moi, je dis par exemple, il y a des choses peut-être qu'on pourrait réutiliser de manière générale. Je dis par exemple, il n'y a pas d'écologie punitive ou d'écologie positive. L'écologie, c'est un fait scientifique et il y a une gouvernance qui est positive et une gouvernance qui est négative. Par exemple, chez nous à Montpellier, quand on interdit une ZFE, parce qu'on refuse l'écologie punitive, c'est punitif pour qui? Pour les automobilistes ou pour les gens qui meurent du cancer du poumon? Donc, à chaque fois, l'équation est compliquée. Donc, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on devrait reprendre systématiquement? Parce que presque tous les élus ont ce type de réaction. Hum. Alors, cette expression écologie punitive qu'on doit à Ségolène Royal, mais c'est un désastre. Elle a voulu faire comme beaucoup de responsables écologistes, montrer qu'elle n'était pas comme les autres et pas faire peur. Donc elle a dit, moi je suis pas pour l'écologie punitive, n'empêche qu'elle a mis dans la tête des gens qui n'attendaient que ça une formule qui circule maintenant partout et qui est très très néfaste. D'ailleurs, à la fin de ce bouquin, je fais tout un panel des expressions qui véhiculent l'anti-écologisme. C'est comme la misogynie. Le langage véhicule de la misogynie. On parle d'un bonhomme, d'une bonne femme. Avant, on disait un garçon, une garce. Donc on voit bien comment ça a évolué. Et pour les écologistes, c'est pareil. Euh, alors, bon, ben, je vais pas vous lire les écologistes extrémistes, par exemple. Pourquoi ça? La dictature écolo. Enfin, c'est tous ces trucs qu'on entend à longueur de temps. L'écologie est un lobby. Greta Thunberg ou Greenpeace ce sont des financements occultes. Enfin, toutes ces choses-là. Les escrologistes. Enfin, bon, j'ai fait tout un truc avec le contrepoison pour dire ce qu'il y avait pas bien là-dedans. Mais c'est vrai que on véhicule beaucoup de choses avec l'écologie punitive, avec ces choses-là qui sont ancrées dans la tête des gens. Et maintenant, on a du mal parce qu'on, si on a un tort, entre autres, c'est de pas avoir trouvé le bon vocabulaire pour ancrer dans la tête des gens des choses qui parlent à leur quotidien, à leur égoïsme, parce que c'est comme ça. Il faut parler à l'égoïsme des gens. Moi, j'ai fait une école de dessin publicitaire. En fait, on disait, vous vous adressez à des gens qui n'en ont rien à foutre et qui sont pressés. Donc, il faut vraiment aller les accrocher sur ce qu'il y a de plus primaire, dans un sens. Mais on pourrait, l'écologie, ça parle du vivant, ça parle de l'air qu'on respire. Donc, quand même, on devrait pouvoir trouver des slogans, des formules pour montrer qu'on dit des choses capitales. Et alors, Bon, pourquoi on le ne trouve vocabulaire, pas? c'est important. Pourquoi on ne Pardon? trouve pas? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. On est trop intello peut-être. On est trop complexe. On a une pensée complexe parce qu'on est nuancé, parce qu'on sait que les choses sont pas primaires, et du coup on va pas dans le primaire que les réactionnaires savent très bien, très 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 bien faire, hein. Les petites formules qui frappent, même si elles sont pas vraies, elles frappent. Dépenser plus, non, gagner plus, travailler plus pour gagner moins. Ah, Enfin bon, oui, du enfin contraire. bref. Bon, c'est des trucs, ça frappe. Donc, même si c'est pas vrai, même si on a fait le contraire, ça frappe. Et nous, on n'a pas tellement de slogans. Bah, les écolos ont fait fin de mois, fin du monde, fin de mois. Ça, c'était pas mal. Ben, ça a parlé. Ouais. Ça, c'est un des bons. Non, non, on n'a pas fait que. Et puis la petite part du colibri, ça parle aussi. Non, on a fait des choses pas mal quand même, mais pas assez. Et puis on n'a pas les moyens médiatiques, quoi. On aurait une CNews écolo qui parle à tout le monde. Peut-être que ça, il y aurait plus de gens un petit peu convaincus. Alors, qu'est devenu justement TV Ménigout? Qui? Téléménigoutte? Oui, Ah, Ménigoutte. Alors ça. Bon, alors c'est Ménigoutte. une tentative de télévision. Oui. Alors pour ceux qui ne savent pas, Ménigoutte, c'est un festival de films animaliers qui a donné les fondateurs, les Brouards, ont aussi fondé le l'IFCAM, qui est la seule école de cinéma animalier d'Europe, quand même, et qui est une pépinière de talent. Moi, je vais travailler avec une jeune réalisatrice là bientôt. C'est une pépinière de talent et il y a rien d'autre en Europe. Donc, Medigood, c'était quoi la question?
Ben, qu'est-ce que c'est devenu? La télé. Alors, il y avait une télé interne pendant le festival, mais c'était assez confidentiel. Et on voit bien les gens qui regardaient, c'est justement quand on interviewait Ségolène Royal ou des gens comme ça. Là, les gens regardaient. Ce qui regarde aussi le plus, c'est mes petits balades en bord de chemin. Ça, c'était très regardé. Donc, mais c'était pas un média de lobbying, hein. C'était vraiment un truc inféodé au festival pour montrer les beautés de la nature, pour donner de l'actualité du cinéma animalier. Mais c'était pas un truc militant dans ce sens-là, destiné à faire un petit peu du lobbying. Ouais. Et il existe aujourd'hui dans les chaînes quelque chose qui peut être des rapports de Oui, force positifs. oui, oui, alors, il y a des gens qui font des trucs bien, hein, partager c'est sympa, ou des gens comme ça, Vincent Verza, il y a des gens qui font des trucs très bien. Alors, je suis pas de la génération toujours sur son téléphone. Comme j'écris encore une fois de bouquins par an, j'ai pas le temps ni d'en faire, ni trop de regarder, mais il y a des influenceurs qui font des choses bien. Il y a même une influenceuse qui était connue, qui s'est mise à l'écologie et qui fait des choses bien. Donc, il y a aussi des pistes de ce côté-là qui sont pas mal, hein. De jeunes, donc, de jeunes Pardon? militants, de jeunes militants. Oui, 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 ils sont militants. Ah oui, Vincent Versa, j'ai rencontré à Minigood, justement. Il est très brillant, très pertinent. Et, il a fait un truc avec un naturaliste en lui demandant, mais à quoi tu sers? Et il n'a pas su répondre parce que c'est bien joli d'aller voir, d'aller écouter le brame du cerf, mais ça ne fait pas avancer les choses. Et encore une fois, je pense vraiment qu'il faut de l'action, que tout le monde parce qu'on se fait plaisir dans nos métiers. Je connais des peintres animaliers ou des photographes qui disent, je sensibilise le public avec bah, c'est bien, mais il se fait plaisir. Il faut aussi agir. Il faut faire partie d'associations, faut donner de son temps. Je crois vraiment que ça manque beaucoup, cette espèce d'esprit de dévouement, pas de sacrifice, hein, mais de dévouement pour une cause commune. Il n'y a pas assez de gens qui se dévouent. Et les jeunes générations, je vois à l'ASPAS, on a beaucoup de mal à trouver des administrateurs parce qu'il faut en même temps des gens compétents et dévoués et disponibles. Donc les gens compétents, ils n'ont pas le temps. Et les gens disponibles, ils sont pas forcément très compétents, donc la bonne volonté suffit pas. Et on a beaucoup de mal à trouver des administratrices, des administrateurs, des gens qu'on bon, on trouve. On a une jeune juriste, on a des gens, mais il faut vraiment aller les chercher et souvent on les tient pas. Les jeunes tiennent pas longtemps. Et dans toutes les associations, moi je suis un dinosaure, hein, comme Bougrain Dubourg et d'autres. On est une autre génération. Mais là, je pense que c'est des gens plus individualistes en tout cas, et ça mord moins, ça mord moins. Il faut les payer. C'est-à-dire, il y a leur temps, quoi. Leur temps est précieux. Ouais, 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 c'est un autre fonctionnement. Ils sont pas plus égoïstes, ni je jette pas à la pierre, mais ils ont été éduqués autrement. Ils ont une autre manière d'agir et ils se dévouent pas dans les associations en tout cas. Alors, j'en reviens à la question que j'avais au démarrage, hein. On va quand même de plus en plus vers une civilisation des villes, avec des villes de plus en plus immenses et grandes, etc. Et donc, est-ce que tu as des projets justement sur la nature en ville, hein, ou est-ce que tu en Oui, as eu? Voilà. oui, oui, ça sera. Alors, je reviens à celui-là. Ça, c'est le numéro 8. Donc, le 9, ça sera la montagne et le 10, ça sera la ville. Je terminerai là-dessus pour montrer la nature en ville. Ce qui est un phénomène passionnant, hein, les renards à Londres et tout ça, c'est passionnant. Pour qui sait regarder, il y a quand même un retour du sauvage en ville, les faucons cresserelles, les faucons pèlerins à Paris, les éperviers, tout ça, on voit tout ça à Paris, hein, quand on a l'œil. Euh, donc c'est vraiment un phénomène intéressant pour que les gens s'éveillent euh, dans les espaces verts, dans les alignements d'arbres, on voit plein de choses. Mais il faut pas que ça fasse oublier que la vraie nature est en train de disparaître. Voilà, faut pas. C'est pas parce qu'il y a un truc positif et plutôt bien que la nature revienne en ville que de l'autre côté il faut tout saccager. Et je pense que la vraie nature, celle qui n'a pas besoin de l'humain, il faut lui laisser sa place. Et il est grand temps, c'est pour ça le réensauvagement, c'est vraiment une cause que je pense importante. L'achat d'espace, c'est vraiment une chose importante. Parallèle au retour de la nature en ville, il faut vraiment des espaces sans exploitation humaine. Alors, ça a beaucoup de mal à passer.
parce que pour les gens, c'est nature sous cloche, c'est pullulation, c'est des choses comme ça, et c'est impensable. On a beaucoup de mal à faire rentrer cette idée. Bon, là, ça se passe, on a quoi? On a 1000 hectares, hein, c'est dérisoire ce qu'on a fait. Mais au niveau des mentalités, ça a beaucoup plu aux médias quand même. C'est parce que c'est constructif, qu'il y a quelque chose de l'ordre du bien-être. On va là-dedans, on voit de la vraie nature, on entend les oiseaux, on respire, il y a du silence. C'est des choses dont on a tous besoin. Euh, donc, faut continuer de préserver des endroits de vraie nature sans exploitation. Alors, il y en a d'autres qui pensent que puisqu'on veut pas d'exploitation, on veut pas de l'humain. C'est toujours de la caricature, quoi. Donc, on a eu des ennemis, même d'un agriculteur bio, parce qu'il faisait son foin chez nous. On lui a dit non, le foin, ça sera pour les chevreuils, ce sera pas pour tes vaches. Donc, il est devenu un grand ennemi de l'espace, alors qu'il se prétend. Enfin, il est aussi un peu chasseur, braconnier. Et il fait, bon, il fait pas que des choses correctes. Mais on a des ennemis alors que on ne fait rien de scandaleux, quoi. On fait ce qu'on veut chez soi, on l'achète. C'est des donateurs qui l'achètent pour ça, et c'est pas scandaleux. On a le droit d'acheter quelque chose pour l'exploiter. On doit pouvoir avoir le droit de l'acheter pour le laisser tranquille. Mais dans les mentalités, c'est pas ça. Alors, on l'a vu pour la forêt, notamment, effectivement, on a une petite partie de patrimonial, mais une toute petite partie qui disparaît peu à peu. Et plus on va avoir besoin de bois, plus elle va disparaître. Voilà, c'est ça. Dès qu'il y a besoin de rentabilité, on oublie les belles paroles et les belles paroles et les tracts, enfin les conventions sur le papier. C'est pour ça que j'y crois pas beaucoup aux conventions internationales. Bon, on voit bien à quoi ça sert l'ONU, on voit bien. Là, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais c'est pas mon truc, quoi. Euh, ouais, je préfère l'action. C'est une sorte de tempérament, peut-être, hein. Non, mais c'est sans doute aussi le fait que essayer quand même d'être pour tous les pays du monde une source d'information, d'expérience, etc. Ça n'est pas inutile, quoi. Ça permet, Ah non, 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 ça- nécessaire ça- mais pas suffisant. voilà, c'est sans doute pas suffisant parce que ça peut être remis en question, mais voilà, c'est quand même important de voir à quel point il y a des décalages entre les uns et les autres, hein. Et puis, il y a des savoirs aussi qui s'échangent, hein, quand même. Par exemple, je vois sur la COP 16 qui va avoir lieu à Cali, quelque chose de nouveau quand même se met en place. Les peuples autochtones sont de plus en plus présents à cette convention et c'est important parce qu'on découvre qu'on a perdu beaucoup de choses. Oui, on fait souvent les choses quand c'est vraiment le dernier moment. Voilà, on a parqué les Indiens nord des réserves parce qu'ils étaient détruits. Ils avaient plus de culture, donc on pouvait se le permettre. Mais on a quand même tout cassé avant, quoi. Donc tant mieux si ceux qui subsistent peuvent avoir un peu droit à la parole, tant mieux, tant mieux. Moi, ce que je crains, c'est que ce monde des villes fasse qu'à un moment donné, il y ait plus de gens qui possèdent le savoir de la nature. Oui, oui, il y a des cultures qui ont été rompues. Et notre rapport à la nature, avec les plantes comestibles et tout ça, il a été rompu. Alors, heureusement, il y a des gens qui remettent ça, mais on le retrouvera peut-être pas comme on l'a eu. Encore une fois, c'est comme les Amérindiens qui ont perdu leur danse, leur dieu, bon, il y a des traces de leur folklore, mais c'est plus pareil. Il y a une coupure dans la transmission de cette culture et notre rapport à la nature, il y a eu quand même une telle coupure qu'on retrouve des choses, mais c'est plus tout à fait, c'est pas complet, quoi. C'est moins viscéral. C'est plus, ah, bah, tiens, il y a un tel ou une telle qui s'intéresse aux plantes comestibles, il sait faire des salades avec des machins, j'aurais pas su. Voilà, ça revient, mais gentiment. Santé, la Ouais. santé un petit peu aussi. Oui, oui, ah bah oui, oui, la santé, bien sûr. Ah bah la nature, c'est une source de santé, faut pas l'oublier, hein. Bien, alors, est-ce que nous avons encore des questions ou pas parmi nos intervenants? Je peux parler des bienfaits de la nature, alors justement, Vas-y, vas-y. parce que on parle aussi et des bienfaits des animaux.
La zoothérapie, c'est un truc, bon, c'est pareil, ça intéresse parce il y a un intérêt thérapeutique, mais les animaux font vraiment du bien. La présence d'un animal, même un chat, un chien, un animal domestique, ça fait vraiment du bien. Pour les enfants, c'est vraiment quelque chose de pédagogique. Ils apprennent tout. Ils apprennent tout ce qu'on cache dans la civilisation, tout ce qui est organique, justement. L'animal, il fait ses besoins, il est malade, il meurt, il s'accouple, enfin, il fait tout ça, tout ce qu'on cache plus ou moins aux enfants. L'animal, il le fait sans aucun complexe et il montre dans une ville, c'est un peu la dernière trace de sauvage, d'authentique, de spontané, l'animal. Donc, c'est important dans une famille, c'est très, ouais, c'est très important pour les enfants aussi, l'animal. Et il y a des stages aussi avec les chevaux, et c'est important, c'est un retour du contact avec quelque chose de spontané, avec nos frères animaux, si je peux dire, qui est vraiment important. Et quand on se penche un peu là-dessus, on découvre des choses formidables. Moi, j'ai fait un stage pas un stage, c'était une sortie journaliste d'équi-coaching, où il fallait juste être en rapport avec le cheval. Et comme j'ai l'habitude, comme j'ai un cheval, il s'est passé des choses grâce à la coach. Le cheval, mais dès qu'elle m'a dit, ce cheval, essaye qu'il te suive, dès qu'elle m'a dit ça, il m'a suivi. Et j'avançais, il avançait, je reculais, il reculait, je faisais demi-tour, il faisait demi-tour, il était complètement scotché et il y avait un rapport que j'aurais pas imaginé, grâce à la coach évidemment. Mais il y a vraiment des rapports avec les animaux qui sont importants. La caresse, c'est très important parce que le contact, on l'a plus. Sinon, avec nos intimes et nos coiffeurs ou nos médecins, mais on se touche plus. La caresse, c'est important, et pour le caresseur et pour le caressé. Cyrulnik qui dit que ça contribue à la structuration du langage, parce qu'on n'existe pas si on n'est pas touché. On n'a pas de contact avec la réalité, c'est le pince-moi, je rêve. Et ce contact charnel, tactile avec un animal, ça fait partie des choses qui nous manquent dans notre civilisation et c'est très important. Et les sorties nature, alors n'en parlons pas parce que ça, c'est l'éveil de tous les sens. Il y a une grande école nord-américaine il y a des années de justement de sortie dans la nature pour les enfants, mais c'est l'éveil des sens. On leur bandait les yeux, par exemple, et on les amenait près d'un arbre pour toucher l'écorce, juste pour le tactile. Et après, on les amenait loin et on leur faisait deviner c'est quoi ton arbre. Et l'enfant avait des rapports privilégiés du coup avec un seul arbre. Et tout ça, c'est important. Moi, je faisais safari sur 1 mètre carré. Donc, les enfants, je faisais 1 mètre carré de gazon ou de prairie. Et on voyait une coccinelle qui s'envolait, des fourmis, des choses comme ça. Et c'était une révélation pour eux. Après, je leur disais, mais tu vois, autour de toi, c'est des millions et des millions de fois ça. Et ils se rendaient compte à quel point la nature grouille de vie et ça leur ouvrait l'esprit là-dessus. Je parlerai pas non plus des mains de forêt, ça tout le monde a entendu parler, des bienfaits des terpènes et des produits que les arbres font Produit. contre les attaques dont ils sont victimes, mais qui sont aussi bonnes pour nos défenses immunitaires à nous. Donc vraiment, retourner dans la nature, c'est vraiment très, 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 très important. Voilà. Le contact avec les animaux, avec la nature, c'est vraiment important. Mais pour tout le monde d'ailleurs, hein. Il y a plus d'un foyer sur deux, je crois, qui a un chat ou un chien. Donc c'est pas négligeable. C'est ce qui nous reste de notre passé de contact avec la nature, c'est d'avoir un chat ou un chien. Alors, c'est quelque chose hein, qui est en train, par exemple, les grandes villes aujourd'hui se donnent toutes pour mission la ville à hauteur d'enfant. Donc, on vient de redécouvrir hein, l'importance de l'enfant dans la ville. Mais moi, je vois, ça a quelque chose de complètement artificiel. C'est-à-dire que, par exemple, les enfants se mettent à jouer entre des fontaines pour essayer de baisser les eaux, les remonter, etc. Bon, on est sur une nature complètement domestiquée, complètement. Bon, c'est cette nature-là qui va leur être donnée demain ou c'est la place de Catalogne qu'on a transformée en espèce de lieu verdi. Donc c'est intéressant dans la mesure où effectivement 1,50 m de terre, quelques arbres, quelques fougères remplacent les voitures. Donc on peut pas, c'est quelque chose de très bien, mais c'est la nature de demain pour les enfants. Oui, hélas, bah oui, c'est l'extinction de l'expérience de nature dont je parlais. Oui, ils n'auront pas d'autres références. Donc leur plus grand souvenir, c'est d'avoir vu
des pucerons sur un tilleul ou des choses comme ça. Ou d'avoir couru après les pigeons. Je vois Soleil vert, hein? Pardon? C'est Soleil vert, hein? Le film Soleil vert où Oui, tout à fait, ouais, ouais, ouais. Non, non, non. Alors, des fois, les gens ne manquent pas de nature. Ils se rendent pas compte à quel point la nature leur manque parce qu'ils la connaissent pas. Mais il faut les mettre dedans, les immerger, et là, il y a une révélation. C'est un peu comme quand on est entouré de bruit. Il y a un moteur et tout d'un coup ça s'arrête. On se dit waouh, le silence. On se rendait même pas compte qu'on s'est adapté à un truc artificiel et néfaste. Et quand on va dans la nature, c'est un peu ça. Tout s'éteint et on se dit waouh, je savais même pas. Comme quand on va en vacances, qu'on se dit mais qu'est-ce que je fous au bureau quoi. C'est un peu pareil. On est adapté. C'est quand même une loi naturelle. On est adapté à notre environnement, mais c'est pas pour ça qu'il est bon. Je vois une question de spectateur anonyme. Que penses-tu du tourisme nature qui se développe un peu partout, ici en France ou ailleurs dans le monde, île grecque, éco-lodge en Thaïlande, stage d'observation, etc., au prix d'émissions carbone conséquentes entre autres. Ah ouais, c'est un sujet. c'est sur l'écotourisme, Ouais, l'écotourisme, c'est un le vaste sujet. tourisme de Ben, masse. il y a le pour et le contre. Ouais. Si on regarde le côté économique, il y a des zones entières d'Afrique qui n'existeraient plus s'il n'y avait pas les touristes. Moi, je peux pas être entièrement contre à cause de ça. Parce que on les protège, il y a des zones qu'on ne protège pas si elles ne rapportent pas. Et le seul rapport économique, c'est le tourisme. Donc heureusement qu'il y a encore des safaris au Kenya ou au Serengeti, avec tous les problèmes que ça comporte. Entre autres, dès qu'il y a un guépard qui a des petits, tous les Toyotas sont autour. Et les hyènes savent très bien quand il y a des Toyotas, il y a des petits, et les guépards, ils passent. Enfin bon, il y a plein d'effets pervers. Ça, je suis tout à fait d'accord. Euh, mais disons que c'est un moindre mal, que ça peut aussi, ça dépend comment c'est fait, ça peut aussi éduquer les touristes eux-mêmes. On avait fait il y a longtemps un voyage de presse aux Canaries, où on voyait des sorties de whale watching avec des bateaux avec orchestre. Des fois qu'on s'emmerde une fois qu'on est en mer, donc les baleines, elles n'allaient pas dans le bon sens. Et nous, on était sur un voilier respectueux, on a vu les globicéphales, on a vu plein de choses. Donc voilà, ça dépend de la manière. On peut aller voir les baleines à partir du moment où on les contraint pas. Si elles veulent pas venir, elles ne viennent pas. Il faut éduquer les touristes à la déception. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un zoo. Si on va dans la nature, on n'est pas obligé de voir des choses. Mais à partir du moment où on s'intéresse à quelque chose, il y a toujours quelque chose d'intéressant. En Afrique, même si on ne voit pas les éléphants, on va voir les reliers, les spréos, c'est des oiseaux mais magnifiques, colorés, etc. On peut déjà s'intéresser à ce qu'on voit. Donc je pense qu'un bon écotourisme vaut mieux qu'une bonne destruction. Voilà, en gros, pour faire le slogan primaire. Hein. Mais il y a beaucoup de choses à redire. Je sais que François Terrasson était très très contre ça. Oui, Et quand je vois des émissions comme Voyage en terre inconnue, ça me pose problème. Parce que c'est vrai qu'on voit des gens authentiques, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et quand on connaît un peu la manière dont c'est tourné, on voit il y a un zoom comme ça vers le haut, qu'il y a des grues, il y a des machins, il y a des équipes derrière. Donc l'authentique qu'il y a sur l'image, il n'est pas derrière la caméra. Donc, bon, et quelle trace ils laissent une fois qu'ils sont passés, tous ces gens-là, avec leur luxe, leur culture, leurs objets que on connaissait pas forcément dans l'ethnie visitée, ça me pose problème, c'est vrai parce qu'on fait quand même beaucoup de spectacles et beaucoup de sentiments et de tire-larmes avec des choses qu'on perturbe. tout à fait. Voilà, ça c'est bien. Est-ce que tu vois d'autres questions, puisqu'apparemment tu vois plus les questions que moi? Non, non, mais il y en avait qu'une pour l'instant. Je peux parler des pistes vertes. Tiens, c'est un truc, j'ai voulu me battre contre ça, personne n'a suivi. Les pistes vertes, c'est des pistes asphaltées pour les vélos. Et je suis contre parce qu'en en fait, on détruit le charme de ce qu'on est censé découvrir. Si on met une piste verte dans un endroit naturel, ben, il est plus naturel et on provoque beaucoup de fréquentation, voire de surfréquentation avec les barrières, la barquette, le stand de merguez, etc. Du coup, c'est plus la nature. Je me suis battu même avec des écologistes qui disaient c'est quand même mieux que l'autoroute, etc. Oui, mais j'ai fait
une conférence avec des journalistes du tourisme qui m'ont traité de Khmer vert, etc. Il y en a un qui m'a dit, mais on peut plus toucher à rien. Et je leur dis non, il s'agit de ne plus toucher à tout. Mais ça a du mal à passer, le fait que je me batte contre ces pistes vertes pour vélo, qui sont très bien, qui seraient très bien si on les mettait dans les villes, parce que là, ça a besoin de verre. Mais là où c'est très bien, genre au bord de la Loire, il y a des endroits où vraiment on aurait pu s'en passer. Je suis pas contre, mais pas n'importe où, quoi. Oui, Euh, là encore, c'est une question de choix. C'est oui, encore oui, une de question de choix. choix, oui, Par oui. exemple, faire une piste verte, nous, entre Montpellier et la mer, le long d'une route et en pleine zone commerciale, c'est très, très bien. Bah Euh, oui, oui, bien sûr, bah bien là, sûr. Et il en faut à la place des il en voitures, faut. mais là où Il il en y a faut. besoin, hein. Maintenant, en En faire pleine une dans la nature. garrigue, ça n'a pas beaucoup de sens, hein. Voilà, et alors l'autre argument, c'était de me dire, oui, mais les handicapés, etc. Moi, j'ai des amis handicapés, je leur ai demandé, ils m'ont dit, mais de toute façon, il y a des limites. Moi, il y a des endroits dans les montagnes, je rêverais d'y aller, mais j'ai le vertige, j'irai pas. C'est comme ça. On a forcément des limites, on n'est pas obligé de foutre son nez partout et de tout exploiter, de tout aménager, de tout disneyifier. Voilà. Laissons la nature tranquille. Alors, il y a eu aussi, t'évoquais tout à l'heure le fait, enfin, j'ai beaucoup aimé le fait que les enfants découvrent avec un animal, finalement, les choses de la vie qui lui ont été cachées. Et tu as fait encore un livre là-dessus, sur le sexe des animaux, qui a très, très bien marché. Ah bah oui, ça c'est un sujet qui plaît. Ouais, ouais, c'est accrocheur, hein, c'est bête de sexe. C'est bête de sexe, voilà. Voilà, ça c'est. Ah, Mais j'ai voilà. fait des dessins aussi. Donc j'ai dessiné des clitoris de hyène, des trucs rigolos. Euh, ouais, tiens, voilà, très intéressant, en forme de phallus. Enfin, c'est tout un truc, hein. Mais la pauvre gyaneuse, elle accouche par le clito, donc ça l'a fait moins rigoler, ça. Non, oui, enfin, il y a plutôt des choses plus rigolotes. Et oui, oui, ça, c'est un sujet qui plaît. C'est un bouquin que je pourrais dire féministe parce que on se rend compte que les femelles sont au centre. Mais même Darwin, malgré son époque pas plutôt misogyne, avait dit que les femelles étaient au centre de l'évolution, puisque en général, c'est les mâles qui font les kékés et la parade, et c'est les femelles qui choisissent. Et même s'il y a eu un peu un accouplement forcé, en interne, la plupart des espèces, hein, les femelles sélectionnent la semence de l'amant qu'elles trouveront le meilleur géniteur. Donc, il y a plein de choses passionnantes. Et c'est un bouquin que j'ai fait avec une amie sexologue pour un peu comparer, pour pour mettre la sexualité humaine au milieu de l'évolution animale, d'enlever la morale, d'enlever tout ça, et on se rend compte que les animaux font beaucoup de choses sur l'homosexualité, sur des tas de choses comme ça qu'on fait aussi. Donc c'est pas forcément des choses contre nature, comme on dit dans les manifs homophobes. Donc c'est voilà, c'est contextualiser la sexualité humaine dans l'évolution, avec un grand truc sur le rôle des femelles, ouais, qui est quand même souvent négligé. Enfin maintenant ça commence à se dire, ça va. Bah, c'est encore quand même très intéressant enfin, d'en parler, quoi. Oui, 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 il faut C'est pas continuer. inutile d'en parler. Oui, oui, faut aller dans le bon sens. Oui, oui. Ben là, je vois qu'il est midi, donc a priori, c'est bon, non? Oui, dernière chose quand même, dernière question. On a vu avec le Covid finalement que en l'espace de quelques temps, de quelques mois, la nature reprenait ses droits. Est-ce que ça, c'est pas quelque part un espoir par rapport à nos capacités de destruction? Alors, ça montre que si on voulait, on pourrait arrêter le trafic aérien, tout ça, et la pollution. Si on voulait, on pourrait. Donc, on a eu plein de bons sentiments sur le moment en disant c'est une nouvelle ère, on a découvert, puis en fait, pas du tout. On a repris de plus belle. Et la nature, en fait, elle n'a pas changé. Elle a juste eu un peu moins peur. Donc les distances de fuite des animaux, puisqu'il n'y avait plus personne, a changé. Mais sont pas apparus comme ça. C'est juste une histoire de remplissage de terrain. Voilà. On a pris un peu moins de terrain. Les animaux se sont un peu plus permis. Et dès qu'on s'est réveillé, ben, hop, ils se sont retirés. Voilà. Mais en fait, il n'y a pas eu une explosion de la nature. Ça, c'est pas vrai. D'accord. Bien, ben merci Marc. Et je Avec renvoie plaisir.
Je renvoie vraiment tout le monde et tous nos auditeurs parce que le webinaire va tourner sur les ouvrages qu'on trouve en librairie, dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Alors, merci Marc Giraud. Mais avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.